La science aujourd'hui il va s'agir de pouvoir utiliser le système de stockage Ceph qui a été déjà déployé sur notre environnement de training aujourd'hui, l'utiliser sur les différents types de stockage. Et le premier type de stockage qu'on va manipuler, c'est le stockage bloc. OK? Mettre en place un device, connecter en fait un stockage bloc à une machine virtuelle afin que celle-ci puisse y déposer des données et autres. Après cela, nous passons au stockage file system et aussi au stockage objet. Sachant que si au-delà, à l'arrivée des 45 minutes, s'il n'y a plus assez de temps, on remettra la session pour la semaine prochaine. Mais pour cette différente partie, on montrera les best parties qu'il faille mettre en place pour pouvoir réaliser cela. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à m'interrompre, vu qu'ici, en fait, cette séance se veut assez pratique. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Voilà. Donc, Donc, c'est ça, pardon. C'est la deuxième séance, c'est ça? c'est la deuxième séance. La première séance était une séance introductive théorique et celle-là, c'est une séance pratique, en fait, d'usage de cluster Ceph. Ah, d'accord. Mais quelle est la fréquence, bon, pour que pour les prochains cours, on soit. Parce que moi, je n'étais pas là à la première séance. Okay. Ici, ECI, en fait, bon, c'est l'entreprise ECI en fait, qui promeut cela. En fait, de manière hebdomadaire, on a des séances hebdomadaires qu'on fait sur les différentes solutions qu'on supporte, en fait. Donc, chaque mercredi soir à 20h, 19h à 21h de temps. Donc, 19h GMT, en fait. Donc, chaque mercredi, on tient ce Ah, type de d'accord. session. Ah, ok. Chaque mercredi. Ok, y a pas de Je souci. pense, je pense qu'il y a quelqu'un dans la salle d'attente. Allô? OK, oui, alors. Oui, c'est un soleil. OK. Est-ce qu'on peut avoir la version qui est déployée actuellement? OK, la version sur laquelle on va, c'est la version 16.2.10, la version Pacifique, en fait. L'avant-dernière version. Puisque la dernière version actuelle est la version Quincy de Ceph. Donc, on passe sur la version Pacifique. OK. OK, donc sans plus tarder, nous sommes dans un cas d'usage où nous avons une machine virtuelle qui veut avoir un système de stockage, enfin, un stockage bloc de, par exemple, 1 giga, OK, pour les différentes applications. OK, donc, c'est ce use case que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc, mais avant d'aller plus loin, on va vous présenter notre stockage Ceph en mode sur le tableau de bord ici. On a ici le tableau de bord de Ceph. OK? Donc, globalement, le système n'a pas de souci. Il a un LF. OK? On a un moniteur. Nous avons jusqu'à 18 OSD. Voilà. 18 OSD, comme vous pouvez le voir, qui correspond en fait à 18 disques qui ont été plugués à chaque serveur. OK? Donc, en termes d'architecture, je vous montre globalement pour que vous puissiez avoir une représentation. Voilà. Donc, ici, on a 3 serveurs, OSD1, OSD2, OSD3. Sur chaque serveur, nous avons plugué en fait 5, on va dire 6 en fait disques. OK? Sur chaque disque, en fait, on a déployé des OSD daemons, on en a déjà parlé la semaine dernière, des OSD daemons qui vont piloter le stockage des différents objets sur ces différents disques. Ouais, et au-dessus de ça, nous avons le moniteur en fait qui va se charger de pouvoir être le gardien en fait de la santé de l'ensemble du cluster et aussi le gardien des informations du cluster, c'est-à-dire tout ce qui est comme cluster map, monitor map, crash map, tous ces différents éléments sont au niveau de nos moniteurs. OK? Bien, donc dans notre use case aujourd'hui, on a un client qui est ici, qui veut avoir un stockage en fait qui lui soit en fait fourni qui lui soit fourni, peu importe. Il se trouve que nous avons déployé dans notre infrastructure un cluster de stockage Ceph. Et ce Ceph peut fournir à cette machine qui est ici, OK, ce type de stockage dont il a besoin afin que l'application puisse soit faire une extension en mode LVM, vous pouvez mettre en place plusieurs disques et faire une agrégation en mode LVM pour que les machines puissent commander à utiliser le disque en question qui enregistrerait.
Donc, la première action à faire pour qu'une machine puisse communiquer avec notre cluster Ceph est de pouvoir installer des paquets. Donc, je vous montre juste là. Il y aura d'abord la phase d'installation des paquets. La deuxième phase, il va falloir créer en fait des clés d'accès au cluster. Parce que l'usage en fait courant, malheureusement en production, ce que beaucoup de personnes font, c'est que lorsqu'un cluster de stockage est déployé, Ceph est déployé, sur les différents clients, ils uploadent en fait la clé d'accès administrateur, ce qui est extrêmement dangereux. Il ne faut surtout pas le faire. Il faut créer en fait une clé d'accès en fait pour chaque serveur personnalisé afin que l'utilisateur, si jamais pour une raison ou pour une, en fait, quelqu'un a accès à ces clés-là, qu'il puisse pas avoir la main sur tout le cluster. Donc, nous allons montrer aujourd'hui comment créer une clé personnalisée d'accès au cluster. Après, nous allons créer l'image parce que pour que une machine puisse avoir accès au cluster, il faut créer une image. Pour ceux qui ont une visibilité côté VMware, on va créer en fait ce qu'on appelle un volume. Ensuite, dans le volume, nous allons créer l'image en question. OK? Donc, c'est bon. Après cela, nous allons définir les variables d'environnement pour pouvoir vous permettre depuis la machine virtuelle de pouvoir piloter en fait manipuler en fait le disque et autres qui sera mappé. Et après cela, on va mettre en place la persistance d'accès aux différents disques pour qu'en cas de reboot, la machine puisse encore avoir accès au stockage. Bien, donc on y va. Donc, pour pouvoir... Oui. Désolé, c'est Salif. Donc, pour résumer, hein, l'objectif d'aujourd'hui, en fait, c'est, comment on appelle ça, c'est de provisionner en fait un stockage bloc à une machine virtuelle et peut-être lorsque la machine démarre que le stockage soit toujours, comment on appelle ça, le stockage soit toujours sur la machine, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. Maintenant, je vois que pour les cours, là, les fichiers, est-ce que on a droit à ces fichiers de cours là? Ah, ça, ce sont les éléments additionnels. On verra bien, je verrai bien. Non, moi, c'était pas. Ok, ça marche. Ah, ok. Bon, ça sont les fichiers de formation, en fait. Si jamais, je pense qu'on pourra faire un point dédié là-dessus, mais bon, ça sont les fichiers de formation. Donc, on verra comment est-ce qu'on peut. On peut enregistrer en aparté, en fait, au besoin. OK. On peut en rediscuter. OK. Donc, la première action, c'est de pouvoir installer les packages sur le serveur client. Parce que comme on l'a dit pendant la séance précédente, c'est que pour qu'une machine puisse communiquer avec un cluster Ceph, il vous faut installer des librairies en fait dédiées, OK, pour qu'ils vont vous permettre de pouvoir communiquer avec le cluster de stockage. Je vais faire juste un rollback sur la présentation. Voilà, on en était ici. Désolé de faire juste un rollback, mais il est important qu'on puisse savoir où est-ce qu'on va exactement pour ne pas... voilà. Donc ici, on a dit pour qu'un client puisse se connecter à un cluster, il y a plusieurs options en fait. Vous devez installer une librairie en fait soit sur l'application, parce qu'il peut avoir une application écrite en Java, en C++, qui veut communiquer avec le cluster de stockage. Ça, c'est possible. Mais pour ce faire, il faut installer une librairie, LibreDOS. C'est pareil pour une machine virtuelle ou une machine physique. Il vous faut installer ces différents packages afin de pouvoir être à même de pouvoir communiquer avec le cluster. Donc, c'est ce que nous ferons ici. Nous allons installer ces différents packages sur notre machine. Avant cela, il faut qu'on y soit connecté. Donc, Bien. C'est comme ça. Here we go. Donc ici, on va faire un premier check pour se rassurer on n'a que deux disques, ok? Le disque en fait le CD-ROM et le disque par défaut qui a été mappé sur la machine virtuelle. Donc voici l'état initial du serveur.
Quand on fait un DF1H, voici l'état initial. On veut avoir un disque, par exemple, de 1 giga qui soit mappé en fait à la machine parce qu'on a un problème d'extension, on n'a plus d'espace sur la machine et autres. Soit une application veut un espace dédié pour pouvoir stocker ces différentes données. Donc, la première action, nous allons d'abord installer les différents paquets comme déjà annoncé. Voilà. Ici, le premier paquet est installé. Ensuite, nous allons installer un second type de paquet qui contient l'ensemble des librairies nécessaires pour pouvoir communiquer avec, qui permet de pouvoir exécuter la commande de manipulation du cluster. Salif, Oui. le client, c'est quoi? C'est un Red Hat? Ils sont sur le Red Hat 8. Nous sommes sur un CentOS Stream 8. Oui, oui. 8.0.24. Là, il faut que je regarde. Euh, OS release. OS, il n'y a pas un OS release. Voilà. Donc ici, on en est, oui, on est juste le 8 en fait. Ok. Ok. Ok, donc on est bon. Donc je continue. Hein. Donc le next step, de pouvoir en fait, je pense installer le paquet. Voilà. Paquet de manipulation du cluster. Alors, Aristide, Oumar, Oui, j'ai une question. oui. Les packages sont dans quel repo? Le repo par défaut Red Hat ou bien il y a un repo spécifique qu'on doit configurer sur la machine? Sur le client. Ici, un instant, je te montre le repo. Il y a un repo d'abord qui est accessible en ligne par défaut, hein. Donc de Red Hat qui est directement pointé sur le Red Hat, mais qui n'est pas accessible en fait via forcément une souscription en fait. Voilà. D'accord. Voilà. Next step. Attends, je comprends pas. Si tu appelles la souscription Red Hat sur CentOS ou bien la machine a accès directement sur Internet, accès directement via Internet. La machine a accès directement à Internet. La solution, c'est une solution open source. Okay, donc, chaque année, il y a une nouvelle version qui vient et du coup, différents packages en fait sont disponibles sur, par exemple, le GitHub, par exemple. Okay, donc, lorsque tu fais l'installation de ce premier package, en fait, il va mettre à jour le repo local de la machine afin de pouvoir pointer en fait sur le repo distant sur GitHub, qui va te permettre de pouvoir télécharger l'ensemble des packages nécessaires pour la configuration de ton qui va te permettre d'installer l'ensemble des paquets nécessaires pour pouvoir installer les différents librairies nécessaires sur la machine. Donc, le next step, de pouvoir, on va créer en fait des clés d'accès personnalisées au cluster. OK? Donc, on va se connecter sur le cluster en lui-même pour pouvoir créer en fait une clé pour notre serveur. Donc, ici, on revient sur le cluster, le moniteur 1 par exemple, la tête du cluster, pour pouvoir générer une clé. OK. Un instant, Ok, donc le client, on va l'appeler client 2. Client 2, node 1 par exemple. Sharing. Voilà. Par contre, pour le différent profil, il est assez spécifique.
Je vous le... Un instant. OK. Wait. OK. Création de l'accès utilisateur. Voilà. Donc, nous allons créer le nouveau utilisateur avec ces différents clés d'accès. Donc, ici, on va dire, on crée, je viens juste, désolé, de la direct. Je vais juste vous expliquer, en fait, le profil qui sera mis en place. On va dire, par exemple, on va créer un nouveau client, en fait, avec un profil, en fait, RBD, c'est-à-dire le Reader Block Device, permettre à ce que notre nouveau client, voici le nom de notre nouveau client, par exemple, OK? L'ID, en fait, d'identification de la machine virtuelle sera celle-ci. Ensuite, le profil qu'elle doit avoir, c'est un profil, en fait, RBD pour pouvoir lire, en fait, sur le stockage bloc, OK? Pareil sur la partie, ça, c'est sur le profil, en fait, au niveau moniteur. Pareil sur la section OSD, il faut que le client ait un profil d'accès RBD et une lecture seulement sur le pool ciblé. Ici, sur le cluster de stockage, nous avons créé plusieurs pools. Nous avons créé plusieurs pools. Voilà, il y a plusieurs pools, parmi lesquels ce pool-ci, le pool qui est appelé le pool RBD Pool Server S1, et donc, dans l'application, du moins le type d'application qui doit y écrire, en fait, c'est un type RBD, OK? Le facteur de réplication est de 3. Voilà, ça vous dit que si jamais vous écrivez 1 giga de données, vous aurez au finish 30 gigas de données, 1 giga de données, vous aurez 3 gigas de données, en fait, écrites sur votre cluster, dû au fait de facteur de réplication. Voilà. Donc, on a dit qu'on créait, en fait, un client ayant le nom de client node 2, par exemple. On va dire client 2, node 2, node 1, par exemple. On va créer ce querying. Et le fichier peut être rédigé dans un fichier externe si jamais nous avons besoin de pouvoir pousser la clé sur un serveur distant. Donc, on le crée. Donc, on crée la clé d'accès sur le cluster. Voilà, c'est fait. On peut consulter le contenu de la clé. Donc, ici, c'est la première étape. OK? Donc, cette clé que nous venons de créer là, cette clé-là doit être en fait mise en fait sur le client. C'est à travers cette clé-là que le cluster va pouvoir l'authentifier et l'autoriser à avoir accès au cluster. Donc ici, si on veut vérifier par exemple, self authentification, get, et un autre par exemple. On voit ici l'ensemble des capabilities auxquelles ce client en question a droit sur le cluster. OK, donc ceci ayant été fait, on va sur notre serveur client, il faut pousser comment dirais-je, le self.conf, OK, qui contient en fait le map en fait de l'ensemble des différents moniteurs qu'il y a sur le cluster. Donc ici, je vais le pousser. Je le pousse sur le client, sur l'épée du client. Dans le répertoire etcself. Et on y va.
C'est pas ça. Très bien. Donc, ici, je vais pousser le fichier. Donc, le next step, le self.conf a été poussé sur le client. La seconde étape est de pouvoir créer le keyring nécessaire sur le serveur client. Puisqu'on a généré la clé, il faut maintenant, on a le choix, soit on pousse la clé via SCP, ou soit directement on crée la clé. Donc, ce que nous allons faire incessamment. Donc, on peut faire un VI, on va dans le répertoire etc. Voilà. C'est la suite du voilà, le self.conf hier. Donc, je fais un VI. Client, le nom du fichier. Voilà. OK, keyring. OK, ça, je vais le faire. Et je mets, il faut y coller, en fait, ce contenu, en fait, qui apparaît ici, qui est le contenu qui contient le keyring d'accès au cluster. Donc, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois, lorsque le client va vouloir en fait avoir accès au cluster, il va d'abord interroger le self.conf pour pouvoir voir quels sont les moniteurs qu'il y a dans ce cluster. Donc, il va se connecter à ce moniteur. Et lorsqu'il arrivera sur ce moniteur, vu qu'il il est possible de pouvoir désactiver l'authentification sur un cluster Ceph, il est possible. OK? Mais dans notre cas ici, on va activer l'authentification. Donc, du coup, le cluster va demander quelle est ta clé d'accès. Et du coup, partant de là, le cluster regardera quelles sont les capabilities auxquelles, si jamais cette clé est valide. Si elle est valide, on regardera l'ensemble des capabilities auxquelles ce client a accès et on lui donnera accès au cluster. Donc la deuxième étape a été validée, donc il y a la création de différentes clés d'accès au cluster. Donc on est bon. Créer le fichier clé d'authentification au cluster. Le next step est de pouvoir créer une image. OK? Une image, c'est le bloc en fait auquel le volume, le bloc en fait qu'on veut voir en fait attribué ou mappé, ou bien le disque en fait, la taille du disque en fait qu'on veut voir en fait mappé à notre machine virtuelle. Ici, on sommes dans un cas d'un volume de 4 gigas. OK? Donc on le crée. 4 gigas, une image ou d'un volume de 4 gigas selon le volume pour la partie. Si nous sommes sur un environnement, pour faire un parallélisme, en fait, un environnement VMware, voilà. Donc, on crée une image ou un volume, en fait, de 4 gigas dans le pool, c'est important, dans le pool, en fait, RBD pool SRV1. On le fait, donc on le crée depuis le cluster. On va dire, bon, on va prendre un volume 2. Voilà, 2. Je pense que je vais prendre plutôt 3. Voilà, il est créé. Ça. Vous pouvez lister l'ensemble des pools qu'il y a sur un cluster, sur l'ensemble des images qu'il y a dans un pool. Vous pouvez le lister. Voilà, ici, on a deux images, vol 1 et vol 2. OK? Donc, on revient sur notre client. Donc, nous avons créé l'image en question sur le cluster. On revient sur le client. Donc, on a la possibilité, si nous voulons nous assurer du fait que la clé était bien créée, a été bien créée, donc on peut faire un RBD pour pouvoir interroger en fait le cluster. OK? On peut juste exécuter cette commande-ci. ID, il faut spécifier en fait l'ID du cluster en question. L'ID d'accès. Ici, l'ID, c'est celui-là. Mon ID. OK. Wait.
Qu'est-ce qui est dit? Permission denied. OK. Donc là, c'est déjà bon. On a un refus d'accès au cluster. Je vais juste m'assurer que le fichier existe bien. Ah oui. Donc, il doit plutôt s'afficher en fait safe keyring. Je vais juste faire un mot en fait. Voilà, je vais juste faire un bout. Le nom à donner en fait c'est plutôt safe point. C'est safe point client et le nom du client, ensuite le keyring. On va relancer à nouveau la commande. Great, OK. Voilà, il fallait juste en fait respecter la nomenclature pour le keyring. On avait juste mis le client, on n'avait pas mis l'argument en fait safe. Par défaut, si jamais vous avez, si la clé est mise dans un répertoire différent, vous serez obligé de pouvoir en fait spécifier la clé d'accès le chemin d'accès à la clé. OK, et vous mettrez le chemin d'accès. Par défaut, les clés sont mises en fait dans le répertoire etc safe. Si vous le mettez ailleurs, vous serez obligé de pouvoir le spécifier. Voilà. Donc ici, on est bon à ce niveau. Voilà. Donc le next step, nous allons mapper depuis le client. Nous voyons le disque, les différents disques. Nous allons maintenant mapper le disque en question, le volume du moins, à la VM. Pour pouvoir le faire, c'est encore simple. On est sur le map. Hein. Image. Pour l'image. Image. Et le nom du volume. Je pense qu'on est bon. Hein. À ce niveau, nous sommes bons jusque-là. OK. Je vais juste une dernière chose. OK. Directement. Donc, la nomenclature, c'est le Readers Block RBD map, le nom de l'image en question, dash, dash, ou bien simplement un dash pool, dash P, et le nom du volume. OK? Le nom du pool, du moins. Donc, ici, on est bon. Voilà, 0,3. Donc, juste pour rappel, ici, en début de session, on n'avait pas de bloc device, en fait, sur le disque. Si vous en souvenez, maintenant, nous allons regarder le map. OK. Si nous faisons LSB LK, on voit qu'il y a un nouveau disque qui a été mappé à notre cluster. Le disque, il est de 4 Go. Donc là, on est bon. OK? Donc, le next step, on peut décider de pouvoir, par exemple, formater le disque pour pouvoir y déployer formater le disque en une extension peu importe l'extension. OK? Donc, je peux faire un Macadi. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les-moi directement pour qu'on puisse y répondre rapidement et avancer. OK? Donc, je fais un quasi. FS par exemple. Mais avant ça, il va falloir formater le disque en question. Donc, le formatage que je choisis pour ce disque, voilà, je peux formater. On va aller sur du XFS. OK. On est bon. Ici, j'ai créé le répertoire, donc je peux faire monte. OK, ici, le 10 est monté. Je peux y déposer ce que je veux dans le répertoire en question. Je peux dire, par exemple, je fais un CP de TC host, le fichier TC host, par exemple, dans le répertoire.
Simplement, si j'y vais, je vais le trouver. Voilà. Il y est, je fais une tâche d'un test TXT. Et on est bon. OK? Donc là, par exemple, nous sommes bons. Jusque-là, y a-t-il des questions, s'il vous plaît, avant qu'on puisse passer à la prochaine étape qui est la persistance, en fait, du stockage. Au niveau du formatage, on peut utiliser autre type de formatage à part XFS. C'est comme vous voulez. Voilà. Du moment où le disque est mappé, c'est un disque brut, en fait, qui est mappé, en fait. Suivant votre usage, vous pouvez faire le formatage qui vous sied. C'est un disque en fait en mode bloc qui vous est montré en fait sur le serveur. Donc, cela, c'est selon votre bon vouloir en fait. Et ici, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. OK. Next step, il y a deux. Ici, on a le disque qui est mappé et on a le montage du disque qui a été fait. Il y a deux éléments ici. Donc, si je reboot ma machine actuellement, le disque ne sera plus forcément déjà mappé au serveur. À plus forte raison, le montage que je viens de faire. Okay? Donc, il y a deux niveaux ici. Donc, on a deux, si jamais nous voulons réaliser une persistance en fait, du volume, il y a deux actions à faire. Il faut rendre persistant en fait, le montage du volume. Et la deuxième action, son nom, mais ça, c'est à vous de voir, rendre persistant le montage en fait, qui a été fait au-dessus du disque. Donc, pour pouvoir rendre persistant le volume ou le disque ou l'image qui a été mappée au serveur, Ceph Attends, j'ai pas bien compris la partie là, récite. Oui. Pour rendre le volume persistant, j'ai dit il y avait deux éléments. Ici, avec Ceph, on a mappé le disque à notre machine virtuelle. C'est ça. Un disque brut, OK? Donc, le fait de simplement d'avoir mappé le disque à notre machine virtuelle, si tu rebootes ton serveur, la machine ne sera plus mappée. Et du moins, le disque ne sera plus mappé, OK? Donc, il faut rendre persistant ce mappage, premier élément. Mais ce disque brut qui a été plugué sur notre système, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a formaté. On l'a formaté et on a fait un montage, en fait. On a monté, en fait, sur un répéteur donné, en fait. Généralement, l'usage qu'on fait, c'est qu'on édite, en fait, le FSTab pour que ce montage soit persistant. Tu vois? Donc, il y a deux actions à faire. Il faut rendre persistant le mappage du disque brut qui a été fait, premier élément. Il faut aussi rendre persistant le montage qui a été mis en œuvre en fait par le fait que le disque a été plugué sur notre environnement. Voilà. Donc, c'est bon? Allô? Oui, allô, oui. Oui, bon. Oui, mais c'est pas assez flou quand tu dis, bon, on rend persistant je sais pas, le point de montage ou bien le montage. En fait, j'ai pas bien compris, quoi. Okay. Ah non. Bon, ce qu'on va faire, on va aller par étapes, OK? On va d'abord rendre persistant le mappage du disque. OK. OK? Parce que là, actuellement, si je fais le reboot, on le fait ensemble, voilà, rapidement. Si je fais un reboot. Alors, Aristide, moi j'ai une question. Désolé, je vous avais perdu. Et ici, quelle est la différence entre le mappage et puis le montage du disque? Ah, OK. Ici, le mappage, en fait, c'est dit, depuis Ceph, on colle le disque, en fait, à la machine virtuelle. OK? Donc, le disque brut est visible. OK. Le disque brut est visible sur la machine virtuelle. Mais lorsqu'on l'a monté manuellement, si tu as remarqué, on l'a fait manuellement en lançant cette commande-ci. Cette commande-ci, on l'a mappé manuellement. Tu vois, on a fait rbd map l'image. Oui. OK? On l'a fait manuellement. Donc, si nous rebootons la machine, on perd la main. Du moins, le disque ne sera plus mappé. La preuve, vas-y, je m'y reconnecte. Je m'y reconnecte. VLK. Le disque a disparu. Il n'est plus mappé. OK? Donc ici, pour pouvoir il faut que je puisse réexécuter à nouveau, encore une fois à nouveau,
la commande, cette commande-ci. Que le disque soit mappé afin qu'il puisse être visible. OK? En temps normal, l'administrateur de stockage, en fait, son boulot s'arrête là. Si l'ingénieur de stockage, en fait, voici là où son boulot s'arrête, c'est qu'il va devoir rendre persistant ce montage. Il ne doit plus rien faire de plus. Il va appartenir à l'administrateur système de pouvoir dire, bon, l'équipe de stockage a effectivement monté le volume sur mon serveur, j'ai le disque que je voulais, je suis bien, ils ont rendu ça persistant. Quand je reboot la machine, le disque est effectivement là. On n'a plus de soucis. Le deuxième relais est pris en charge par l'équipe système. Ah, bon, OK, l'application, bien, les ingénieurs système, en fait, disent par exemple, OK, l'application, on avait bien une extension, l'équipe stockage a effectivement mis en place le volume nécessaire et mappé sur la machine, c'est persistant, on est bien. La deuxième action peut dire, OK, nous, par rapport à notre application, ce disque-là, on veut le formater de telle manière et on en fait ce qu'on veut. Donc, c'est deux boulots différents, en fait, deux actions disjointes. Vous avez voulu un disque, on vous l'a mis à disposition et on l'a rendu persistant. Donc, c'est cette persistance qu'on va faire maintenant. Ensuite, le fait de pouvoir monter le disque en question, c'est-à-dire que tu avais le disque brut qui a été plugué sur la machine, il est plugué. Maintenant, tu en fais ce que tu veux. Dans le en fait ce que tu veux, tu peux soit le formater, le monter et en faire ce que tu veux en fait. Ça, c'est deux versions différentes. Maintenant, le formatant, si tu le formates, il faut que quand tu vas rebooter ta machine, il faut que l'application puisse toujours pouvoir écrire sur le disque. Donc, il va falloir que tu édites le fichier fstable, par exemple, pour que le montage qui a été fait soit persistant. C'est deux éléments différents. Donc ici, on va rendre persistant en fait le disque qui a été mappé qui a été mis pour provisionné depuis Ceph. On va le rendre persistant. Pour le rendre persistant, Ceph vous montre un peu le schéma. Voilà, il a un fichier en fait, le rbdmap, ce fichier qui est là. On va y aller. Ils vous disent, si vous voulez rendre persistant un fichier, voici la nomenclature à respecter. OK? Mettre le pool, éditer le fichier et rajouter en fait ces informations. Le nom du pool, le nom de l'image, l'ID du client en question, on l'a déjà, la clé d'accès à la clé, full stop. On ne peut pas faire plus simple. Donc, ce que je fais, je vais juste préparer les éléments en respectant cette convention. Donc, je vais dans mon fichier. Hop. Donc, ici, le pool, c'est quoi? On va juste faire ça et je pense qu'on est déjà en bout de chaîne. Le nom de l'image, c'est vol03. OK, 03. Le nom de l'ID du client, on l'a déjà. Create. On a l'ID, il est là. Tranquille. Ensuite, il faut qu'on ait le fichier Ceph Client Pairing. Donc ici, on l'a déjà. On a le chemin d'accès. Voilà, on l'a déjà ici. Et on va juste essayer de respecter le... Voilà. Great. Donc, on se fait ça. OK. Donc, j'édite le fichier. Bon, OK. On est sur du CentOS, donc on est bon. OK. Donc, une fois cela fait, on va tester en rebootant juste la machine sans aucune crainte. On atteint un tout petit peu. Jusque-là, y a-t-il des questions? Donc là, on rend persistant en fait le mappage en fait du disque qui a été provisionné par l'équipe de stockage. Voilà, donc l'équipe de stockage va juste rendre persistant ce mappage de ce disque-là. Okay.
Et donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Allô? Oui, allô? Ah, ok. Oh, Agile, j'ai une autre question. Oui, Est-ce que vas-y, vas-y. c'est un type. J'ai pas bien suivi le fil. C'est un montage de type bloc qu'on vient de faire ou bien c'est un montage de. C'est quel type de montage qu'on vient de faire? Le bloc. Bloc, ok. Oui. Est-ce que j'ai sauvegardé le fichier? Ok, donc on est bon. Client. Hmm. Ok. Ah, ok. Je vois. Ok. Je vais pas respecter le nomenclature. Safe client. Safe. C'est ce que je vais éviter. Donc là, ici, la nomenclature n'a pas été respectée. Et aussi le contenu. Attendez, je vais juste m'en assurer. Ok. Le contenu doit être en fait la clé directement en fait d'accès au cluster. Donc, je confirme juste. Donc, on est bon. OK. Donc, on est CP, ça c'est bon. On est bon. On s'est fait ça. OK. Un tout petit peu, le temps du reboot. On est bon. J'avais dit quoi, le contenu? Attendez. Donc, la clé, il n'est toujours pas monté, hein, comme on peut bien le voir. Je me rassure que le contenu est. Ah oui. Oui. Sorry, my fault, my bad. Hmm. OK. Je vais arrêter un peu juste. I got something wrong somewhere. Hmm. Oui, great. Il y a ça que j'ai raté en fait. Il y a le service RDBMap en fait qu'il faut activer au démarrage en fait de la machine. Il faut l'activer. Ça par contre c'est mandatory. OK. Ce que j'avais manqué en fait. Ça oui. Je vais juste m'en assurer. Il y a le service à démarrer en fait le service au démarrage de la machine. Hein? Ça vient, je vais faire une rollback sur ce que j'ai fait ici. Je fais un rollback. Excusez-moi. Je fais un rollback.
Je vais remettre ce fichier comme militaire. OK. On a fait un tout petit peu. Great, OK. Donc, on a le mappage qui a été monté automatiquement. L'élément que je manquais, en fait, de vous dire, c'est ce service, en fait, RBD Map, en fait, qui doit démarrer à chaque reboot de la machine. Donc, c'est ce qui nous manquait, en fait, à l'appel dans la configuration. Donc, on est bon. Jusque-là, y a-t-il des questions? Je pense qu'on est carrément au bout du chaîne. Y a-t-il des questions? Donc, Bon, pour moi, c'est bon. C'est bon, OK. Donc, Bon, tout à l'heure... Oui. On ne vous entend plus. Moi, c'est bon, hein, c'est bon, c'est RAS, quoi. OK, OK. Bon, c'est RAS. En fait, je disais que, bon, c'est vrai aussi, je suis derrière, en fait, dans la main. On avait? Le document. Ah, OK, c'est comme bon. Ce que je vais faire, puisqu'on a votre mailing, je vais juste faire ça dans un fichier TXT, OK? Et on va vous le partager tout simplement pour ne pas trop se... Wow, je vais vous envoyer ça, puisque je vais faire un mail, en fait, on va vous pousser sans faire par voie des mails, tout simplement. OK? On va juste faire une slide et puis on va vous mettre différents commandes à l'intérieur, sans souci. Je m'engage à le faire. Merci. OK. Avec aussi la première séance, non? La première séance, ça par contre, il faut que je regarde avec les autres. Je regarde si c'est possible, je vous joins ça dans le mail aussi. Ça, il faut que je regarde. Mais par contre, pour ces différents éléments, les différents commandes qu'on a tapés aujourd'hui pour pouvoir mettre en place le WebD, je vous envoie ça par voie de mail. D'accord. OK. Pour la semaine prochaine, on va faire deux éléments. On va réaliser deux actions, en fait, le cryptage en fait, du disque, et puis nous passons à CFFS, tout simplement. Comment monter en fait un volume. Moi, j'entends plus rien. Je ne sais pas si c'est chez moi seul ou bien si c'est chez tout le monde. Je pense que c'est chez toi seul, puisque Salif, on a communiqué. Est-ce que tout le monde l'entend? Oui, moi, je t'entends. OK. Je pense que c'est chez toi seul alors. OK. Donc, pour la prochaine séance, on fera... Voilà, au moins, si on avait un calendrier de chaque séance, ce qu'on fait, on fait exactement. Cette séance 6, on avait prévu de faire RBD, CFFS et CF, le stockage objet. OK? Allô? Vu que le temps... pas si on m'entend. Moi, j'entends plus rien. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Hein. On t'entend. Dites-lui qu'on l'entend en fait et que tout le monde s'entend. On pense que c'est à son niveau qu'il y a le souci. On entend. Hein. Ça doit être chez toi en fait. Voilà. OK. Donc, pour la semaine prochaine, on fera Ceph File System. Ensuite, si on a plus le temps, en fait, on va remettre pour la partie Object la semaine d'après, tout simplement. Mais dans tous les cas, on communique cela à chaque fois sur nos pages, en fait, de l'entreprise. C'est Intelligence, on communique, en fait, le chronographe à chaque fois. Donc, à ce niveau, je pense que... Sur LinkedIn, oui, LinkedIn, oui, c'est là-bas qu'on communique, en fait. Je pense qu'il est ici, là. Voilà. OK. Donc, si jamais vous avez d'autres suggestions, mais pour l'instant, on s'est d'abord concentré sur le stockage Ceph, mais après, on verra d'autres sujets pratiques. Et s'il faut faire des séances pratiques où chaque personne a la main, on va réfléchir en fait à ces différents use cases. Si vraiment vous êtes demandeur des séances pratiques où vous prenez en main sur les différents serveurs, faites-nous savoir s'il y a vraiment de l'engouement sur le sujet. On peut mettre en... Voilà, je voulais poser cette question, mais bon, je me suis dit, vu que les serveurs sont évalués chez vous, pas si... Non, il n'y a pas de souci. Nous, on est vraiment assez flexible à ce niveau. Fournir 3, 4, 5 serveurs, 6 personnes à des personnes pour qu'on puisse travailler. On n'a pas de souci à ce niveau. Puisque le stockage, le cloud, en fait, c'est notre domaine.
principalement sur lequel nous travaillons. Donc, à ce niveau, on n'a pas de souci. Mettre en place une infrastructure de stockage de cloud route à des différents clients pour qu'ils puissent le manager. Et à plus forte raison pour un environnement de training, c'est ce à quoi on est habitué. Donc, ce n'est pas un souci pour nous. Mais comme je l'ai dit, s'il y a un engouement, un besoin réel à ce niveau, si nous remarquons que les participants, en fait, manifestent un besoin à ce niveau, on peut mettre un cadre pour cela, par exemple une séance pratique de 2 heures, où chaque participant a accès à ses machines et on travaille tout simplement de bout en bout, de sorte à pouvoir maîtriser la solution. Ça, c'est possible. Voilà. Allô, Ok. Aristide, moi j'ai une question. Oui. Est-ce que il est possible, ou du moins, est-ce que CEF prend en compte, comment je vais dire, la migration des données objets vers le S3 de AWS? C'est possible de faire ce genre de migration-là avec CEF? Ah, ok. Je résume. Ouais, C'est-à-dire, tu as ton infrastructure CEF, ok, et c'est tu ça, veux faire une migration de données de ton infrastructure CEF de type objet, vers oui, AWS. Ce use oui, case, oui, je ne l'ai pas S3. encore vu. Par défaut. Ce qui se passe, c'est que tu implémentes en fait le protocole de type AWS en fait pour pouvoir uploader des données comme si tu étais sur AWS ou sur Ceph. Et pour dire que tu vas mettre en fait une interaction, une réplication entre ton cluster Ceph et AWS sur ce que je ne l'ai pas encore rencontré. Et par défaut, on n'en parle pas dans la doc officielle en fait. Voilà. Ok. Ce qui se Merci. passe, c'est que tu peux avoir un site A, un site B en fait en mode de réplication des données. Ça se fait. Aussi bien pour le stockage objet dont tu parles actuellement. Tu peux aussi le faire pour la partie file system. Tu peux faire une réplication de ton site A en mode disaster recovery vers ton site B. Ça, c'est possible. C'est pareil pour le stockage bloc. Tu peux mettre en place ton site 1, toutes tes machines, tes images, tu peux les répliquer sur un site distant. Quitte à ce que si jamais tu as un incident, un souci sur ton site A, automatiquement, tu recouvres ta donnée sur ton site B. C'est juste qu'en fait, on le fait aussi à notre niveau. Donc, c'est quelque chose sur lequel on a la maîtrise, avec l'ensemble des dimensionnements qu'il faut mettre en place pour pouvoir réaliser cela. Je pense que si on a dans le chronogramme, il est quand même prévu qu'on puisse parler de la partie mirroring, en fait. Le mirroring, en fait, block device, file system et aussi objet. Ok. Allô? Merci. Oui, allô? Oui. Oui. Allô, c'est un soleil. Oui. Mon téléphone est déchargé. Je parle sur le téléphone de Tidiane Traoré. OK. En fait, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des vous avez prévu des workshops, par exemple, sur le troubleshooting comme ça? Par exemple, la défaillance des disques, remplacement de disques comme ça, ou bien OK. ajout de nouveaux OSD. Je demande si c'est prévu dans votre planning je sais pas quoi, de tutoriel. OK. Pour l'instant, c'est prévu, mais pas maintenant. Hein. Pas maintenant. Il y a 2 éléments qui vont susciter cela, en fait. L'engouement des personnes. Et puis, si jamais, puisque là, on a fait la première séance, il y a eu près de 10 personnes. Cette séance-ci, encore, il y a du monde. On voit qu'il y a de l'engouement, on va enchérir, en fait, les différents éléments. Puisque nous, c'est quelque chose qu'on pratique déjà. Comme vous le voyez dans la documentation que je présente là actuellement, il y a toute cette panoplie qui est prévue, en fait. Le RBD mirroring, le CFFS mirroring, il y a la réplication, il y a la partie optimisation et performance, il y a aussi la partie troubleshooting. OK? Même les différents éléments de montée en version, tous ces différents éléments, c'est quelque chose qu'on maîtrise déjà à notre niveau, en fait. Donc, on a prévu d'en parler, de vulgariser cela, en fait, au travers de ces différentes petites séances. Voilà. Donc, c'est prévu. Mais suivant l'engouement, en fait, des personnes. Et si jamais il a besoin de pouvoir faire des séances dédiées, on est open à ce niveau. Il faut juste, en fait, nous envoyer un email ou nous texter à ce niveau. On peut faire des séances dédiées. Si jamais vous ressentez un besoin à ce niveau, en fait. Voilà. Avec toute la documentation, les labs. Voilà, on a plusieurs labs qu'on monte, en fait, pour plusieurs entreprises, pour pouvoir les former. Donc, on l'a déjà fait pour 3 entreprises, pour 2 entreprises, pas 3, 2 entreprises, sur la partie CEF. Donc, si jamais vous avez besoin d'informations, on peut faire une séance dédiée. Mais pour l'instant, on fait des workshops pour pouvoir vulgariser, en fait, la solution. Voilà. OK, donc c'est tout. C'est un peu ça. S'il y a d'autres questions. Donc, la semaine prochaine, on basculera sur CFFS.
Oui, je demandais ça parce que généralement, pour les admins 6 qui ont déjà peut-être déployé du CEF, Oui, l'administration se passe plus ou moins correctement, mais pour le oui, volet physique, le remplacement d'équipements physiques, c'est là en fait il y a toute la problématique, quoi. Parce que quand on prend par exemple CEF c'est totalement du soft. Maintenant, oui, le hardware, c'est peut-être un autre constructeur. Maintenant, on se retrouve dans des cas de figure où, voilà, côté, par exemple, je prends un exemple tout simple, hein. Côté CEF, il nous montre par exemple la défaillance d'un OSD ou bien d'un disque comme ça, je prends un exemple. Maintenant, quand tu vas ok, côté hardware, oui, l'hardware te présente que tout va bien. Donc, du coup, ok, tu as du mal un peu à faire le matching un peu, quoi. Quand tu vas chez le truc, le support hardware, tu dois envoyer des évidences pour dire que, ah, vraiment, voilà, j'ai un disque en panne, ok, envoyez-moi un nouveau disque pour remplacer. Donc, souvent, généralement, les admins s'ils sont confrontés à ce genre de situation. Et même, plus même, oui, pour pouvoir retrouver le disque physiquement même qui est en défaillance. C'est ça qu'ils ont ok, ils ont corrigé ça dans la récente version, mais dans les anciennes versions, il y a toujours ce problème-là, en fait. Pour pouvoir faire un matching entre un OSD qui est monté sur le cluster et puis physiquement qui est monté, le disque physiquement qui est monté sur le nœud en question OSD. Donc, il y a toute cette problématique-là. Il faut vraiment être minutieux, rigoureux, et puis voilà, tu vois, quand je demandais ça, quoi. ok, ok. Ok, donc dans ce cas, je pense qu'on va, donc, dans ce cas, on va faire une séance sur la partie troubleshooting. On verra bien si c'est soit avant la performance ou après, on verra bien. Mais en tout cas, on va la faire, cette séance. C'est quelque chose que qu'on manipule déjà. Donc, je pense que on a bien voulu commencer d'abord en douceur pour ne pas que tout le monde soit un peu, en guillemets, perdu. Puisque là, le troubleshooting, c'est quelque chose d'assez deep. On part en fait en douceur. Introduction théorique, hein, manipulation de base, et on va de manière deep en fait. Donc, on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Je vais me concentrer avec les autres, et puis je pense qu'on va pouvoir faire une séance en fait sur la partie troubleshooting. Vu que c'est quelque chose que nous avons déjà documenté, avec des use cases qu'on sait déjà en fait. Donc, je pense qu'on va quand même, on va faire une séance ou deux sur le sujet troubleshooting. Merci bien. Ok, merci. OK. Y a-t-il d'autres suggestions, remarques? Parce que troubleshooting, ok, on est bon. OK, OK, OK. Donc, sur ce, on avait prévu 1 heure de temps. On est arrivé au terme de la séance. La semaine prochaine, comme je l'ai déjà dit, on va. Est-ce que le cryptage de données, le cryptage de disques, en fait, c'est quelque chose qui vous intéresse, par exemple? Parce que là, la semaine prochaine, on compte dédier cela à la partie CFFS. Mais pour la partie block device, est-ce que le cryptage de données, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Auquel cas, si c'est le cas, on va, comment dire, inclure cela pour dans la séance de la semaine prochaine. Où est-ce qu'on peut passer simplement? Le cristal de données, est-ce que tu peux donner. Ah bon, ça l'intéresse. Est-ce que tu peux donner, Cryptage de disque, en fait, des le use disque. cases comme ça? Voilà, le use case, c'est-à-dire que tu veux pas, il y a un disque qui est monté sur un serveur A, OK? Oui. On crypte le disque pour ne pas que cette même image, en fait, puisse être montée sur un serveur B et être lisible, en fait, tout simplement. Voici le use case. Ouais. C'est intéressant. Je pense qu'il faut l'inclure, hein. OK, voilà, voici le use case, en fait. Je pense qu'il faut OK, quoi. donc c'est compris. Alors, donc, on va le mettre au programme à ce niveau. OK, Alors, Aristide, oui, allô, oui. avant de conclure, j'ai une question. Est-ce qu'après ça, vous allez attaquer, parler de, comment dirais-je, OpenStack? C'est prévu. Vous prévoyez faire des En trucs fait, sur OpenStack? c'est prévu, mais pour l'instant, vu que on adresse un sujet en fait sur une période de temps bien définie, pour ne pas on donne l'impression de dispersion en fait. On attaque un sujet, sur un moment en fait, on en parle, ok, on fait la vulgarisation et on passe à un autre sujet. Le cloud, c'est notre domaine aussi, donc on va y arriver. Mais pour l'instant, on est sur la partie couche basse, stockage. La partie infra, on a bien voulu, mais bon, on n'est pas sûr d'avoir du monde en fait. Donc, au moins sur la partie stockage, on passe sur la partie infrastructure avec le cloud et on va tomber après sur les services. Ça marche. OK. OK, merci Aristide. Merci. Merci.
Donc, sur ce, s'il n'y a plus de suggestions, questions, merci bien à tous. Je pense que ça a été une séance productive. J'espère que vous avez appris des choses. Comme dit, hein, comme déjà dit, on va, comment dirais-je, à vous partager, comment dirais-je, les différents commandes exécutées lors de la séance. On a vos différents emails, on va vous les pousser pour ces différents éléments d'ici demain ou après-demain maximum. Et voilà quoi. Donc, merci bien à tous et passez une bonne soirée et à la prochaine.